il y a un argument qui est souvent avancé contre le nucléaire, et c'est l'exploitation de l'uranium dans les pays africains. Euh, Surtout, c'est la dépendance de la France, entre guillemets, vis-à-vis de pays africains qu'elle extorque pour son uranium. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? C'est-à-dire qu'on pille les ressources de l'Afrique, notamment son uranium, pour alimenter le nucléaire, et que donc la question du nucléaire devient une question morale. Donc la question c'est, est-ce que la France est en train de piller les ressources de pays en développement où elle s'approvisionne en uranium? Bon, je vous ai dit tout à l'heure, l'uranium, on en fait venir du Kazakhstan, on en fait venir d'Australie, du Canada, effectivement du Niger. Et c'est souvent le Niger qui est cité parce que c'est un pays pauvre. Mais posez cette question aux gens aux Africains qui sont en train d'exploiter les mines d'uranium, qui fournissent pas que la France, qui fournissent un marché de l'uranium mondial qui aujourd'hui est le même que celui sur lequel la France s'approvisionne. Ces pays aussi, ils ont le droit de se développer, ils ont le droit aussi de vendre des ressources, ils ont le droit aussi d'avoir des rentrées en devises pour pouvoir se développer. Et l'uranium fait partie de ce qu'ils peuvent vendre aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une question morale derrière? Absolument pas. Aujourd'hui, si on fait venir une partie de notre approvisionnement d'uranium du Niger, c'est pas pour piller le Niger. C'est simplement parce qu'on a des mines. Areva, aujourd'hui Orano, possède des mines au Niger. Mais si on s'en va demain du Niger, immédiatement, vous allez avoir d'autres exploitants de ces mines d'uranium, et en particulier la Chine. Si vous avez vu le nombre de permis miniers que la Chine a achetés en Afrique, la Chine est en train de construire un nouveau réacteur. Depuis 10 ans, la Chine construit un nouveau réacteur tous les 3 mois. Elle a construit 40 réacteurs en 10 ans. La Chine va devenir le premier producteur et le premier fabricant de réacteurs nucléaires demain. Et si on ne veut pas que ce soit des jeunes Français aujourd'hui qui sont dans nos universités qui les construisent, eh ben, il n'y a aucun problème. EDF achètera des réacteurs aux Chinois. Et donc, acheter de l'uranium au Niger, c'est plutôt un service qu'on leur rend. Je ne vois pas où est le problème. L'uranium, en plus, à la différence des hydrocarbures, du gaz et du pétrole, aujourd'hui, on en trouve partout sur la planète. Pourquoi on achète l'uranium sur le marché aujourd'hui et pourquoi on fait effectivement venir pratiquement la totalité de l'uranium frais consommé par EDF? Il vient de l'étranger, mais uniquement parce que ce marché de l'uranium, il est parfaitement fluide, les prix sont bas, le prix du combustible, dans le prix du kilowattheure nucléaire, le combustible représente moins de 5% du prix du kilowattheure. C'est-à-dire que même si demain, il y a une flambée des prix, une crise sur le marché de l'uranium, ça ne changera pas le prix de l'électricité sur nos factures. Ça passera peut-être de 5% à 10%, mais c'est tout. Alors que le gaz, quand on produit l'électricité avec du gaz, le gaz représente 70% du prix du kilowattheure. Si vous multipliez le prix du gaz ou du pétrole, les prix flambent. Donc c'est un avantage du nucléaire, et les quantités sont minuscules. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour alimenter les réacteurs, les 58 réacteurs d'un pays comme la France, il y a besoin de moins d'1 milliard, de 800 petits millions de minerais d'uranium. Et je vais même vous dire mieux, ça c'est avec les réacteurs actuels. Alors vous savez qu'il y a une partie du combustible usé, quand on met du combustible nucléaire dans un réacteur, il y reste 3-4 ans pour produire de l'électricité. À ce moment-là, on l'extrait du réacteur pour le retraiter, c'est le procédé qui a été retenu en France. Pour quoi faire? Pour séparer les fameux 4% de produits de fission très radioactifs qu'on vitrifie, on en a déjà parlé, et pour les séparer d'une matière hautement valorisable. Les 96% qui restent, c'est 95% d'uranium et 1% de plutonium. Et ce plutonium, c'est une matière fissile qu'on peut transformer à son tour en combustible nucléaire. Et c'est ce qu'on fait en France. On fabrique du combustible à plutonium, qu'on appelle du combustible MOX, Mixed Oxide. Il y en avait dans le réacteur de Fukushima, par exemple, mais tous les réacteurs européens ont consommé du MOX. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, 10% de l'électricité qu'on consomme, c'est de l'électricité qui est produite par des combustibles recyclés, pour lesquels on n'a pas besoin de faire venir du uranium du Niger. Et j'irai même plus loin, le fameux réacteur surgénérateur Superphénix,
qui a été arrêté pour des raisons politiciennes par Lionel Jospin à la fin des années 90. C'était un réacteur surgénérateur qui probablement deviendra un des réacteurs de demain. Pourquoi surgénérateur? Parce que c'est un autre type de réacteur qu'on connaît depuis l'origine du nucléaire qui permet, en réglant la neutronique du réacteur, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en passant des neutrons lents des réacteurs actuels à des neutrons rapides, qui permet de produire dans ce réacteur plus de combustible qu'on en consomme. Et donc là, il n'y a plus besoin d'aller chercher d'uranium au Niger. Et si vous deviez retenir qu'un seul chiffre, en France, dans notre petit pays la France, on a sur étagère à peu près 300 000 tonnes d'uranium appauvri, qui aujourd'hui, la ministre pense que c'est un déchet, mais parce qu'elle est ignorante complètement. C'est une matière hautement valorisable et c'est le combustible des réacteurs de demain. Avec ces 300 000 tonnes d'uranium appauvri, placés dans des réacteurs surgénérateurs, comme tous les pays en développent, d'ailleurs sauf la France. La France, on a arrêté le programme Astrid de recherche du CEA, c'est le président Macron qui l'a arrêté récemment, sans aucune raison, à la surprise de tous les scientifiques. Bref, avec ces 300 000 tonnes, mis dans des réacteurs surgénérateurs, on peut produire de l'électricité pour notre pays pendant plus d'1 millier d'années. Donc, c'est pas du renouvelable, certes, mais c'est au moins du durable. Et 1 millier d'années, ça laisse du temps pour voir venir et pour développer d'autres moyens de production. Donc voilà, pour parler du Niger, aujourd'hui, on pourrait très bien arrêter de nous approvisionner au Niger. Les premiers qui en souffriraient, ce serait le Niger, justement, et pas la France. Il ne faut pas oublier non plus, et ça aussi, les gens l'oublient, mais de l'uranium, il y en a partout sur la planète. Il y a des endroits où c'est plus facile à trouver, c'est moins cher, et c'est pour ça que c'est là aujourd'hui que sont les mines d'uranium. Mais dans un pays comme la France, on a exploité pendant des années 170 mines d'uranium. La dernière, c'est celle de Jouac, dans le Limousin, qu'on a fermée en 2001. Mais si demain, il y avait une crise sur le marché de l'uranium, ce qui est absolument impossible, parce qu'il y en a partout, on rouvrirait des mines en France, et on trouverait de l'uranium en France. Et s'il fallait, on en trouverait dans l'eau de mer, puisqu'il y en a aussi des quantités pas négligeables. L'uranium, c'est une matière naturelle, il y en a partout sur la planète. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a une telle aversion au nucléaire dans certaines couches de la population et particulièrement dans la politique? Est-ce que ça vient du mouvement antinucléaire des années 60 suite aux grandes crises géopolitiques liées justement au développement du nucléaire militaire? Ouais, la question de l'aversion au nucléaire en France et en Europe et le lien avec le nucléaire militaire, effectivement, bon, peut-être pas pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pour les gens de mai 68, certes, il y en a beaucoup qui faisaient le lien. Et il y a peut-être dans les subconscients aujourd'hui encore beaucoup d'idées reçues ou d'opinions qui intègrent ce lien entre uranium et industrie militaire. Bon, personnellement, je pense qu'il faudrait proscrire toutes les armes nucléaires et que le nucléaire, il faut l'utiliser à des fins civiles pour produire de l'électricité civile, pour développer civilement les populations et leur bien-être, leurs moyens de transport, leurs moyens de chauffage, etc. Mais la question de l'aversion n'est pas étrangère à ce défaut congénital du nucléaire qui est qu'il a servi d'abord à construire des armes nucléaires. Je suis bien d'accord. Et la version des Allemands, par exemple, personnellement, je me l'explique mal, mais peut-être qu'une explication, c'est que l'Allemagne a eu pendant des années des ogives nucléaires de l'OTAN stationnés sur leur territoire, tournés vers l'Union soviétique, et peut-être que les Allemands ont gardé quelque part dans leur chromosome cette peur de la guerre nucléaire. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a des initiatives anti-nucléaires militaires qui se développent sur la planète. Il y a une majorité de pays qui sont prêts à proscrire et à supprimer la totalité des armes nucléaires. Ce qui est malheureux, c'est que les quelques États dotés d'armes, dont la France fait partie, n'ont pas signé cet accord. Et il faudra bien qu'on le signe. Moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière, de travailler sur un accord de désarmement
russo-américain qui a consisté en quoi? À transformer de l'uranium très enrichi soviétique, qui avait été très enrichi pour des besoins militaires, à le diluer jusqu'aux teneurs nécessaires pour les réacteurs civils. Et ce programme, dans lequel la société Areva était aussi impliquée, a permis d'alimenter la moitié des réacteurs nucléaires, la moitié des 100 réacteurs nucléaires américains pendant plus de 10 ans. C'est énorme. Donc c'est ça qu'il faut faire avec les matières nucléaires militaires. Il faut les transformer en matière civile. Et la France devrait montrer l'exemple. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais c'est vrai qu'on estime que notre armement nucléaire, il est petit et nous permet de nous protéger par rapport à des plus forts que nous. Mais bien sûr qu'il y a peut-être dans cette aversion cette histoire, cette triste histoire du nucléaire militaire dans l'esprit des gens. Mais aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de gens qui ont peur du nucléaire. C'est pas du tout pour ça, c'est parce que c'est dans l'air du temps. Et puis surtout, il y a un lobbying énorme qui est fait, et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, en particulier en Europe, par les lobbies gaziers, notamment russes, mais surtout allemands. L'Allemagne, demain, ne pourra pas se passer du gaz russe, parce que l'Allemagne veut arrêter son nucléaire et n'a rien d'autre pour mettre à la place que des éoliennes et des capteurs solaires. Et elle est en train de faire la démonstration que ça ne marche pas. Et donc le lobby charbonnier allemand aussi a une responsabilité lourde dans le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un scandale, ce qu'on appelle la taxonomie, la classification des industries productrices d'énergie qui doivent être financées pour réduire les émissions de CO2 et pour régler le problème du changement climatique. En Europe, on n'y met pas le nucléaire, qui est pourtant l'énergie qui émet le moins de CO2 de toutes. Les capteurs photovoltaïques émettent 10 fois plus de CO2 que l'électricité nucléaire dans ce pays. La France est un des pays où le nucléaire n'émet que 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Pourquoi seulement 4 alors que la moyenne mondiale est plutôt 12? Parce que ce n'est pas la production d'électricité dans un réacteur qui émet du CO2, c'est tout ce qui est en amont. Les activités minières au Niger, comme vous avez dit, la fabrication du combustible, le traitement des déchets, le démantèlement. Il faut compter tout ça. Il faut penser à compter tout ça aussi avec les capteurs solaires et les éoliennes. Eh bien, si on regarde les chiffres de l'ADEME aujourd'hui, les capteurs photovoltaïques fabriqués en Chine avec grand renfort d'énergie, charbon d'ailleurs, parce que pour fabriquer un capteur solaire photovoltaïque, il faut dépenser une énergie folle, ça représente 56 grammes de CO2 pour chaque kilowattheure photovoltaïque, alors que le nucléaire en France, c'est 6 grammes selon l'ADEME, mais qu'il y a des chiffres qui sont un peu dépassés, qui datent d'avant 2012, 4 grammes d'après le rapport environnement d'EDF et d'après les études récentes. Pourquoi en France on est si bas? Parce que tout le cycle du combustible, le traitement des déchets à La Hague, l'usine d'enrichissement d'uranium qui est dans la vallée du Rhône, qui jusqu'en 2012 était par diffusion gazeuse et consommait énormément d'énergie, aujourd'hui est par centrifugation a divisé par 50 sa consommation d'énergie. On est aujourd'hui les champions du monde du kilowattheure nucléaire non carboné. Donc bien sûr, c'est en France qu'il faut construire des voitures électriques. En France, quand on passe d'une voiture à essence à une voiture électrique, on enlève pratiquement toute la pollution CO2. Alors qu'en Allemagne, quand on passe d'une voiture à essence à une voiture électrique, comme l'électricité est produite encore énormément à partir de charbon, c'est beaucoup moins intéressant qu'une voiture électrique en France. Très bien. Eh bien, merci Monsieur Salana. Je crois que vous êtes présent sur un blog. Oui, donc j'écris pas beaucoup de bouquins, mais j'ai beaucoup de cours que je distribue à mes élèves. Et effectivement, j'ai quelques publications qui sont rassemblées dans un blog un peu confidentiel, mais qui est ouvert à ceux qui veulent le lire, qui est Salana Blogspot. Et puis, si vous êtes un peu patient, vous retrouverez un certain nombre des choses, des évidences et des faits que je viens d'évoquer dans une BD que j'espère pouvoir sortir vers la rentrée et qui s'appellera le virus antinucléaire et qui racontera l'histoire de 2 enfants qui essaient de comprendre ce que c'est que cette énergie nucléaire, qui pour moi est une énergie d'avenir. Et j'ai des enfants et des petits-enfants et je souhaite effectivement pour eux qu'on ne s'embarque pas dans toutes ces fausses routes, dans ces fausses voies. Je souhaite pour eux qu'on abolisse rapidement dans ce pays la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015, qu'on n'arrête pas les 12 réacteurs qu'on s'apprête à arrêter et qu'au contraire qu'on en construise pour qu'ils puissent continuer à vivre comme notre génération a vécu
Et je ne suis pas personnellement convaincu qu'il y ait besoin d'une décroissance pour que notre pays continue à vivre sur le train de vie que nous avons aujourd'hui, en évitant tous les gaspillages bien sûr, mais surtout que les pays en voie de développement arrivent à se hisser à notre niveau de vie, plutôt que d'émigrer, d'essayer de chercher leur fortune et leur bonheur dans des pays comme le nôtre, alors qu'ils pourraient se développer chez eux. Et je suis convaincu que demain, le nucléaire, peut-être en passant par des petits réacteurs qui sont à la mode aujourd'hui, permettront de développer ces pays et que les inégalités disparaissent. Monsieur Salanave, merci. Merci à vous.